Bon, mesdames et messieurs, pour cette conférence de presse, je suis accompagné du colonel commandant la section de recherche de la gendarmerie de Marseille et du colonel chargé du groupement de gendarmerie du 04 des Alpes de Haute-Provence. Vous le savez, l'objet de cette conférence de presse est de revenir sur les dernières évolutions de l'enquête relative à la disparition le 8 juillet 2023 de l'enfant Émile Soleil. Je voudrais dire d'abord en mon nom, mais aussi au nom de tous les enquêteurs qui ont participé aux recherches et aux investigations, que nos premières pensées sont réservées aux parents et à la famille d'Émile Soleil qui ont vécu et continuent de vivre des heures douloureuses avec une dignité, une retenue qui nous invite tous au respect de cette douleur, mais aussi à la mesure. Avant d'en venir aux évolutions de l'enquête, je souhaite revenir brièvement sur les heures et les jours qui ont suivi la disparition d'Émile Soleil. La disparition d'Émile a été signalée, vous le savez, aux autorités le 8 juillet 2023 à 18h. Vous vous souvenez certainement qu'immédiatement, dans un cadre administratif, la gendarmerie a déployé au Haut-Vernay des militaires qui ont procédé aux premières recherches dans les 4 heures qui les séparaient de la tombée de la nuit, mais également pendant la nuit. Militaires, personnel aidés de drones, d'un hélicoptère, de chiens de gendarmes et de pompiers. Il se passe donc une nuit avant que des recherches plus importantes soient déployées, car, vous le savez aussi, toujours dans un cadre administratif, ces premières recherches ont été suivies dès le lendemain d'une mobilisation massive de bénévoles encadrés par des gendarmes et des sapeurs-pompiers qui ont arpenté pendant 2 jours une zone couvrant plusieurs kilomètres carrés, zone qui comprenait le chemin sur lequel le crâne d'Émile a été retrouvé samedi dernier. 2 jours pendant lesquels des chiens pisteurs ont été employés tandis que la zone était survolée par des drones et un hélicoptère doté de caméras thermiques, en vain, comme vous le savez aussi. À ces premières recherches ont succédé des recherches et des investigations judiciaires plus spécifiques, concentrées dans et à proximité immédiate du village. Je rappelle que très vite, à l'idée que l'enfant pourrait s'être égaré, s'est ajoutée l'hypothèse de l'intervention d'un tiers. Pendant cette deuxième phase des recherches et des investigations ont été employés entre le 23 et le 25 juillet 2023 des drones et des chiens spécialisés dans la recherche de cadavres, dont je peux dire aujourd'hui avec certitude que eux n'ont pas couvert la zone dans laquelle les ossements d'Émile ont été retrouvés le 30 mars dernier. Les enquêteurs, à ce moment-là, se sont concentrés sur des points d'intérêt essentiels. Et là, je veux, pendant quelques instants, donner la parole au colonel qui va nous dire les moyens qui étaient employés à ce moment-là pour essayer de retrouver Émile. Bien, donc là, dès les premiers jours, nous avons créé une cellule nationale d'enquête armée par une vingtaine d'enquêteurs spécialisés de la section de recherche et du groupement de gendarmerie. Et donc c'est composé, alors cette cellule d'enquête était composée d'un directeur d'enquête adjoint, d'un coordinateur de scène de crime, d'analystes criminels et d'équipes d'enquêteurs. Cette cellule n'a jamais cessé son travail depuis le premier jour. Elle a utilisé régulièrement, en fonction des signalements et des actes d'investigation que nous menions, des moyens spécialisés mis en place par la gendarmerie nationale. Je peux vous citer quelques exemples. Ces fameux chiens de recherche de restes humains qui ont été mis en œuvre régulièrement, à plusieurs reprises en tout état de cause, des drones spécialisés, des drones thermiques, des drones multispectrales qui permettent d'identifier des anomalies dans la végétation, par exemple, des techniciens en investigation subaquatique pour fouiller des cours d'eau et des lacs. Donc les moyens déployés très régulièrement, à chaque fois que nous en avions besoin pour progresser dans nos investigations, le sont depuis juillet dernier, et ça continue aujourd'hui. Alors, pourquoi toutes ces précisions? Parce qu'à cette heure, nous ne pouvons affirmer si le corps d'Émile était d'ores et déjà présent dans la zone couverte par les recherches entreprises initialement, et que s'il s'y trouvait, il aurait été nécessairement découvert. Autrement dit,
Si le lieu de la découverte du crâne d'Émile est bien situé dans le périmètre des recherches opérationnelles des premiers jours, je ne peux affirmer aujourd'hui que chaque mètre carré a été foulé par un membre des équipes de recherche et d'investigation, aussi loin soit-elle allée. Je rappelle que nous sommes au mois de juillet 2023, que la végétation est dense, qu'elle est haute, que la topographie est difficile, que le terrain en dehors des chemins est très escarpé. Ce terrain comprend des pentes naturelles qui peuvent avoisiner les 30%, rendant difficile l'accès et la visualisation de chaque mètre carré. Et que dire des conditions météorologiques dans lesquelles ces recherches ont été entreprises, les premières recherches, j'entends. Les températures avoisinaient alors, à l'époque, 30 degrés à l'ombre, rendant la marche difficile. Températures qui ont pu altérer l'efficacité des chiens pisteurs et multiplier la restitution de foyers de chaleur nocturnes détectés par les caméras infrarouges utilisées par l'hélicoptère qui a survolé la zone. Depuis, sous la direction de 2 juges d'instruction du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, saisis le 18 juillet 2023, ont été réalisés des centaines d'actes. Perquisitions, prélèvements, saisies, fouilles, investigations techniques de toutes sortes, auditions, jusqu'à l'organisation d'une mise en situation le 28 mars 2024. Mais là encore, colonel, je pense qu'il est important que vous précisiez quelles sont les investigations qui ont été conduites pendant toute cette période-là, jusqu'à aujourd'hui en fait. Je vais donner quelques exemples, quelques chiffres pour mesurer le travail qui a été accompli, qui continue d'être accompli par les enquêteurs. Donc c'est déjà apparu, mais on a vérifié aujourd'hui et traité 1696 signalements. 11 autres signalements sont en cours de traitement actuellement. Signalements que nous avons reçus par mail, par voie téléphonique, par lettre. Ça peut être des signalements oraux également. Donc chaque signalement est effectivement vérifié avec la même rigueur. On a mené 157 auditions. En termes de données numériques, on a recueilli 1 million de pages aujourd'hui numériques que nous devons étudier, que nous étudions. On a travaillé sur près de 1000 personnes titulaires de lignes téléphoniques qui étaient présentes à proximité du Haut-Vernay au moment des faits. On a procédé à des analyses sur 500 prélèvements escellés et 18 véhicules ont fait l'objet d'opérations de police technique et scientifique complètes. Ça vous donne un petit exemple du travail que mènent les enquêteurs. Bien sûr, à côté de ça, il y a des investigations quotidiennes, permanentes, très exigeantes. J'évoquais il y a quelques instants la mise en situation du 28 mars 2024. Alors, cette mise en situation avait pour objectif principal de contextualiser, de matérialiser les déclarations des témoins directs et indirects du réveil de l'enfant après sa sieste jusqu'à l'appel aux forces de l'ordre à 18h12 précisément. Je précise qu'à cette heure, aucun lien objectif n'est établi entre cette mise en situation et la découverte d'un crâne humain par une promeneuse le 30 mars 2024. La promeneuse a découvert ces ossements entre 12h et 14h lors d'une promenade sur un chemin qu'elle se souvient avoir arpenté plus d'1 mois avant. Perturbée par cette découverte, elle s'est saisie du crâne en prenant des précautions pour ne pas le souiller et l'a placé dans un sac en plastique. Elle est rentrée chez elle et a appelé la gendarmerie. Elle a pu indiquer avec une bonne précision aux enquêteurs l'endroit, le lieu où se trouvaient les ossements, c'est-à-dire le crâne. Le crâne, parce qu'il s'agit bien d'un crâne, était sur le sol d'un chemin étroit, un chemin forestier, qui suit une courbe de niveau, de part et d'autre de laquelle le terrain présente une très forte déclivité. On devine donc aussi qu'il s'agit en été d'une zone très végétalisée. Ce lieu où a été découvert le cadavre peut être rejoint à pied à partir du bas du village en 25 minutes environ à marche d'homme. Le chemin en tant que tel ne présente pas de difficultés particulières, ne présente pas de difficultés techniques majeures, si ce n'est que dans sa partie sous bois, le terrain est de part et d'autre très pentu. À proximité du lieu où le crâne a été découvert, un ruisseau descend la montagne. Le long de ce ruisseau, qu'on peut deviner par forte pluie devenir un torrent, ont été retrouvés par les enquêteurs hier
en contrebas du chemin, à environ 150 mètres du lieu de la découverte du crâne, certains vêtements que portait Émile le jour de sa disparition, c'est-à-dire un t-shirt, ses chaussures et une culotte, qui n'étaient pas rassemblés au même endroit, mais qui étaient éparpillés sur quelques dizaines de mètres. Aucun autre effet à cette heure, aucun autre ossement n'a été retrouvé. Comme les ossements, les vêtements ont été acheminés à l'IRCGN pour analyse. Là encore, à cette heure, nous ne disposons pas des résultats, même partiels, des analyses en cours. En revanche, les premières analyses du crâne ont permis de révéler les informations suivantes. Le crâne présente de petites fractures et des fissures post-mortem. Aucun traumatisme anté-mortem n'a été observé. Le crâne présente des traces de morsures, probablement causées par un ou des animaux. Une maxillaire est absente, sans que l'on puisse savoir aujourd'hui si cette maxillaire s'est détachée naturellement ou sous la forme d'une traction, sous la force d'une traction, pardon. L'aspect des os et des dépôts sur ces os permettent d'affirmer qu'ils n'ont pas été enfouis et qu'ils ont été exposés longtemps aux variations météorologiques et aux intempéries. Là encore, les analyses se poursuivent, notamment pour déterminer si ces os ont pu rencontrer des biotopes différents. Enfin, et c'est là l'important, ces seuls os ne permettent pas de dire quelle est la cause de la mort d'Émile Soleil. Vous aurez donc compris que sous l'autorité des juges d'instruction, l'enquête va se poursuivre avec la même intensité. Elle se poursuit en ce moment sur le terrain car les fouilles ne sont pas terminées. Elles se poursuivront probablement demain sur ce terrain. Elles vont se poursuivre sur le plan criminalistique car les éléments retrouvés n'ont pas fini d'être analysés. Entre la chute de l'enfant, l'homicide involontaire et le meurtre, on ne peut toujours pas privilégier une hypothèse plus qu'une autre pour expliquer la disparition puis la mort de l'enfant Émile. Je sais que ce n'est pas satisfaisant, ce n'est satisfaisant pour personne, ni pour la famille, ni pour les enquêteurs, ni pour les juges d'instruction. Mais nos impatiences respectives, aussi légitimes soient-elles, ne sauraient nous imposer des conclusions hâtives, elles ne sauraient en tous les cas commander l'efficacité des investigations, elles ne sauraient commander la raison et les principes juridiques qui l'encadrent, et plus généralement, elles ne sauraient commander la recherche de la vérité judiciaire. Voilà, j'en ai terminé de cette intervention et nous laisserons la place à quelques brèves et courtes et peu nombreuses questions. Je vous remercie. Quelque chose par rapport au crâne. Est-ce qu'il est possible que Émile aurait été dès le début sur la zone de découverte du crâne? C'est une conjecture. Tout est possible. Tout est possible. Mais non, je ne peux pas vous donner. Je ne peux pas renforcer une hypothèse plus qu'une autre. Ça me semble difficile en l'état actuel des investigations et de la connaissance que l'on a, résultant de l'analyse du crâne d'Émile. Et donc, quand on entendait juste que toutes les zones avaient été archi-fouillées, cela n'était pas vrai. Je ne crois pas avoir dit ça. J'ai indiqué que... faut me rassurer. J'ai indiqué que la zone avait été fouillée lors des recherches. Le chemin en question avait été arpenté. Mais pour ceux qui se sont rendus sur les lieux, ils verront que la zone est quand même difficile, pas difficile d'accès. Mais en tous les cas, elle est difficile sur le plan topographique. Vous avez un chemin, mais autour de chemin, je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a beaucoup de végétation, il y a beaucoup de pentes avec une forte déclivité. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, colonel, à cette... Non, simplement confirmer vos propos. En été, il y a une densité végétale qui est extrêmement importante et un relief qui est très particulier. Effectivement, le cheminement d'un enfant
dans cette zone-là est nécessairement compliqué. Donc pour l'instant, il est impossible d'émettre effectivement une hypothèse. On va travailler avec l'ensemble des éléments qu'on a recueillis au cours de ces investigations et ces recherches. On va recouper ça dès que les recherches seront terminées. On va les recouper avec tout le travail qui a été fait depuis plusieurs mois. Et puis, il faut quand même noter que c'est une étape qui est importante pour l'enquête, bien entendu, mais les investigations vont se poursuivre. Voilà. C'est une autre question. Est-ce qu'au vu de ce que vous avez, on peut affirmer que le crâne et les vêtements ont été déplacés, ou alors est-ce qu'il est possible qu'ils ont toujours été là? Est-ce que c'est une hypothèse qu'on peut écarter? Et ma deuxième question, c'est par rapport à la mise en situation. Est-ce qu'on en sait plus sur les derniers moments où on voit Émile? On parle notamment de ces deux témoins. On entendait à un moment donné que certains ont dû descendre, d'autres monter. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus là-dessus? Alors, sur la première question, sur les déplacements éventuels des vêtements et du crâne, je ne peux malheureusement vous produire aucune affirmation. Le crâne a été découvert sur un chemin qui est habituellement arpenté par les promeneurs, les chasseurs. On imagine qu'il a pu être déplacé. Comment? Par qui? Ça, c'est une autre question. Hein. Donc, il a pu l'être par les conditions météorologiques, par les intempéries, l'eau qui dévale les pentes. Il a pu l'être par les animaux, qui sont nombreux sur la zone. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Sur votre deuxième question, vous me permettrez de ne pas y répondre, parce que là, nous sommes en plein cœur du secret de l'instruction. Comme le disait le colonel, les investigations se poursuivent dans toutes les directions, et les éléments que vous me demandez font partie, évidemment, des éléments qui vont contribuer à la poursuite des investigations. Ah, et monsieur... Avant-dernière question. Hein, parce ensuite... Il est possible que le petit garçon se soit rendu à cet endroit tout seul, c'est dans le champ des possibles, et que son corps ait échappé aux recherches des enquêteurs pendant tout ce temps. C'est une possibilité, comme il en existe plein d'autres. Je voulais savoir si le fait que les ossements aient pu être déplacés, et notamment emportés par la promeneuse, peut rendre difficile le travail d'identification et de techniques criminelles, ou bien est-ce que du fait que c'est trop ancien, bon, a priori, ça ne peut pas polluer la zone? Non. Le travail, d'ailleurs, une partie du travail a déjà été effectuée par l'IRCGN. Et effectivement, nous nous sommes posé les questions de cette promeneuse qui avait rapporté ces ossements effectivement chez elle. Mais l'ensemble des opérations que nous avons menées ensuite ont permis de fiabiliser sa parole et son témoignage. Et pas de détérioration de... Non. Selon les experts de l'IRCGN, non. Elle l'a ramené chez elle? C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Oui. Il n'y avait pas de raison. Comment on explique qu'elle ait ramené le crâne chez elle? Ça, c'est une question. Comment on l'explique en tout cas? Ah, ben, elle l'explique parce que c'est un réflexe. C'est une femme qui voulait bien faire. Monsieur le procureur, bonjour. Deux questions. La première par rapport à cette promeneuse, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu son profil? Est-ce une habitante du Vernet ou du Haut-Vernet? Et deuxième question, vous nous avez dit, si j'ai bien compris, que les os ont été retrouvés à 25 minutes de marche du village, mais par rapport au Haut-Vernet, c'est quelle distance exactement? La distance, alors ça dépend comment vous calculez la distance. Il y a la distance à vol d'oiseau et il y a la distance à pied. La distance à vol d'oiseau, je crois que ça fait, si je ne me trompe pas, colonel, 1,7, 1,6, 1,7 km. La distance à pied, je ne la connais pas précisément, 25 minutes. Un homme normalement constitué marche à environ 4 km à l'heure. Donc voilà, c'est environ à peu près un peu moins de 2 km. Donc un peu plus de 2 km. C'est à vol d'oiseau 1,6 km. Oui. Effectivement, par le chemin, c'est un peu plus long. Ça fait 2 km 5, un peu plus de 2 km exactement. Une dernière question? Pas d'informations à donner sur cet aspect-là du dossier. Est-ce que sur cette distance, Émile aurait pu la parcourir tout seul à pied ou pas? Alors, sur cette question-là, évidemment, je ne suis pas un spécialiste. Simplement, chacun se fera son idée. Certains d'entre vous, certainement, connaissent des enfants qui sont susceptibles de marcher longtemps. D'autres sont susceptibles de marcher moins longtemps. Ça, je ne sais pas quelle était sa capacité à la marche. Je ne peux pas vous dire. Alors, le cadre d'enquête est toujours le même. Je rappelle que nous sommes dans le cadre d'une information judiciaire ouverte initialement donc en recherche des causes de la disparition, puis donc enlèvement et séquestration.
Le cadre d'enquête aujourd'hui, donc en tout cas satisfait au pouvoir dont ont besoin les juges d'instruction pour la poursuite. On verra plus tard, en fonction de l'évolution de l'enquête, s'il faut faire évoluer la qualification juridique qui a été retenue au mois de juillet dernier. Oui. Pour ce qui est des vêtements, il y a aussi des vêtements qui sont dans un état normal. Les vêtements sont en cours d'analyse, donc je n'irai pas plus loin dans le détail sur cette question-là. Bien, et ben voilà, Combien de temps, on a une idée? Comment? Combien de temps on continue encore les recherches? Au moins jusqu'à demain et peut-être demain. plus en fonction des besoins opérationnels, tant qu'il faudra. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie et la conférence de presse est terminée.